ciągle mówię. Jeszcze mówię. Dobry wieczór Państwu. Witam na kolejnym dniu festiwalu organizowanym przez Krikotekę Gra z kantorem Belgia Podwójność. Osoby tutaj zgromadzone w sali teatralnej Krikoteki miały przed chwilą okazję obejrzeć spektakl Daleko od Linden. Historię, losy dwóch kobiet, podwójność, zatem tytułowa, festiwalowa, ale to trochę bardziej skomplikowane. I na ten temat, na temat spektaklu, samego tekstu i innych wątków, które mogą być z tym związane, porozmawiają za chwilkę twórcy tego spektaklu, a rozmowę poprowadzi Justyna Michalik-Tomala, adiunkt w Katedrze Dramatu i Teatru na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Justyna Michalik-Tomala bada historię teatru polskiego i światowego, awangardę teatralną XX wieku oraz związki pomiędzy historyczną awangardą a neoawangardą. Jest wiceprezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, laureatką stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i w ramach tego stypendium przygotowała książkę zatytułowaną Idea bardzo konsekwentna, happening i teatr happeningowy Tadeusza Kantora. Współpracowała z Krikoteką, była m.in. współodpowiedzialna razem z Józefem Chropakiem za merytoryczną i językową redakcję wydawnictw Krikoteki. Współpracowała również przy organizacji przygotowywanych przez Krikotekę wystaw w Polsce i za granicą. Obecnie przygotowuje książkę na temat umarłej klasy legendarnego spektaklu Kantora. Jak napisała w swoim biogramie, specjalnie na potrzeby tej rozmowy mieszka w Krakowie, ale chciałaby bardzo pojechać do Belgii. Zapraszam Państwa. Dziękuję bardzo. Sprostowanie, chciałaby bardzo jeszcze kiedyś pojechać do Belgii, ponieważ w Belgii byłam. Bardzo dziękuję Karolinie za przedstawienie mnie. Dziękuję również za możliwość porozmawiania, poprowadzenia tej rozmowy i witam serdecznie bardzo moich wspaniałych gości, rozmówców. Od razu Państwa bardzo przeproszę, jeżeli źle wypowiem nazwisko i imię. Nie znam niestety francuskiego, ale będę się bardzo starała. Jest z nami sprawczyni tego wszystkiego, Weronika Mabardy, autorka dramatu Daleko od Linden, z wykształcenia aktorka teatralna, początkowo związana z zespołami teatralnymi, w których była nie tylko aktorką, ale także pisała dramaty i reżyserowała. Jest autorką wierszy, tekstów hybrydowych wynikających często ze spotkań z artystami, muzykami, reżyserami, tancerzami. W 2006 roku była jedną z założycielek rockowego zespołu Guys in the Kitchen, z którym po serii koncertów stworzyła również spektakl teatralny. Dziś jest głównie pisarką zajmującą się kobietami, problemem kobiety, kobiecości, pisarką zdobywającą najważniejsze nagrody literackie. Dzięki niezaprzeczalnemu talentowi błyskawicznie zyskała pozycję jednej z najważniejszych postaci współczesnej kultury belgijskiej. Zdziwienie na twarzy. W Polsce, poza dramatem Daleko od Linden, przetłumaczonym przez niezastąpioną Karolinę Czerską, którego premiera odbyła się niedawno w Lokatorze krakowskim, mamy jeszcze dwie pozycje. Powieść Le Sel, w polskim tłumaczeniu Pewnego dnia zbiorę wszystkie słowa i wejdę do lasu, wydawnictwo Lokator, 2022 rok, oraz dramat pod tytułem Tytuł tymczasowy, wydany w 2014 roku. Ja bym mogła teraz w tym momencie wymienić wszystkie bardzo skomplikowane nazwy nagród i odznaczeń, jakie dostała Weronika Mabardy, ale tego nie zrobię. W zamian przeczytam Państwu zdanie
dotyczące jej twórczości, które wydaje mi się w taki pełny sposób oddaje charakter tej twórczości i to, czym ta twórczość jest. O pisarstwie Weroniki Mabardi Agnieszka Kukuryk napisała: jej talent polega na umiejętnym balansowaniu między słowem a ciszą, pomiędzy mową a milczeniem, co sprawia, że jej twórczość jest nie tylko literacką podróżą, ale też nauką o życiu, miłości, tolerancji i ludzkiej egzystencji. Ja myślę, że te tematy, które tutaj w tym zdaniu są poruszone, powrócą w naszej rozmowie. Są też z nami aktorki odtwarzające role napisane przez Weronikę Mabardi. Jest z nami Valérie Bochot. Studiowała historię współczesną oraz aktorstwo. Jest aktorką teatralną, filmową, telewizyjną. Swoją pierwszą nagrodę teatralną zdobyła w 1993 roku i od tamtej pory występuje na scenach teatrów w Belgii, Szwajcarii i Francji, między innymi w Comédie Française. Jest z nami również Véronique Dimon, aktorka teatralna, filmowa i radiowa, reżyserka i inscenizatorka sztuk, współpracująca z wieloma znamienitymi twórcami. Jest wreszcie również sprawca tego wszystkiego, Giuseppe Lonobile, który jest aktorem i reżyserem jednocześnie spektaklu, który mieliśmy okazję zobaczyć. Jest twórcą własnej grupy teatralnej, aktorem, reżyserem i autorem sztuk teatralnych. I pierwsze moje pytanie chciałabym również zacząć od cytatu, dlatego że wielokrotnie pojawiała się już tutaj postać Karoliny Czerskiej i to jej chciałam oddać głos, przywołując fragment posłowia, którym opatrzyła dramat Daleko od Linden. Karolina Czerska napisała: Daleko od Linden to historia prawdziwa i nieprawdziwa jednocześnie. Stanowi alternatywną wersję albo może powtórzenie, przepisanie na nowo spotkania, które miało miejsce zimą 1960 roku. Zaledwie godzinę spędziły wówczas ze sobą dwie babki autorki dramatu, Weroniki Mabardi. Było to jedyne spotkanie kobiet, które dzieliło wszystko: pochodzenie, warunki życia, wyznawane wartości. Przytaczam ten cytat dlatego, że Karolina Czerska podkreśla właśnie autobiograficzność tego dramatu, tego tekstu i o to chciałam Ciebie, Weroniko, zapytać, ponieważ okazuje się, że przywołujesz, odtwarzasz, czy też twórczo przetwarzasz na scenie historię swojej własnej rodziny. I czy mogłabyś podzielić się z nami tym, w jakich okolicznościach pojawił się pierwszy pomysł na tego rodzaju temat? Dlaczego zajęłaś się swoją własną rodziną, swoją własną historią? Skąd właśnie pomysł? Skąd potrzeba, może inaczej, skąd potrzeba na tego rodzaju sztukę? C'était au départ une curiosité personnelle. Quand j'étais adolescente, j'ai interviewé ma grand-mère Eugénie. Et je voulais comprendre, en fait. Je voulais comprendre. Il y avait du conflit dans la famille, il y avait du silence autour de ce conflit. J'avais la version de ma maman, et c'est tout. Et puis ma maman ne voulait plus me répondre, donc elle m'a envoyée chez ma grand-mère. Et ma grand-mère m'a raconté sa version. Et puis des années plus tard, je me suis rendu compte que j'avais pas la version de l'autre grand-mère et que c'était pas juste. Puisqu'elle était loin, c'était facile de se dire que c'était elle qui avait tort, en fait. Et donc je suis allée la voir et j'ai dû l'apprivoiser parce qu'elle aussi, elle avait intégré le fait qu'elle était la coupable de ce non-dit. Et j'ai passé beaucoup de temps avec elle, et le fait que j'avais 16 ans et puis après j'en avais 30,
c'était pas la même conversation. Et puis j'ai eu les deux récits, c'était des heures de parole de l'une et de l'autre. Et en français, le mot pièce pour pièce de théâtre, c'est le même mot que pièce pour pièce de la maison. Et un jour, j'ai dit, j'en ai marre de cette histoire, je sens que je suis divisée, et je peux pas être, je me sentais pas unifiée. Et je me suis dit, il faudrait les enfermer dans la même pièce, même si tout explose. Et quelqu'un m'a fait le retour que j'avais qu'à écrire une pièce. Et donc l'idée de pièce, je pense que c'est là que il y a eu le déclencheur de l'écriture. Mais au départ, c'était vraiment un élan personnel, en fait. Et puis, à un moment, je me suis dit, il y a quelque chose de dramatique qui peut peut-être concerner quelqu'un d'autre, en fait. A co było najtrudniejsze w tym procesie? Bien, vraiment, le plus difficile, c'était d'apprivoiser ma grand-mère Clairette. C'était de me retrouver en face d'elle, qui se demandait qu'est-ce qui allait se dire. Et je crois qu'elle avait peur que je règle des comptes, en fait. Qu'elle avait peur que je fasse une sorte de pièce atroce où j'allais peut-être prendre le point de vue de ma maman et tout détruire. Et qu'elle était dans une grande remise en question sur elle-même, donc je pense qu'elle avait peur que je lui reproche ce qu'elle se reprochait à elle-même. Et elle a compris, je crois, après des heures et des heures, que c'était pas grave. Mais on a dû passer par des disputes, par tout un processus très long où j'ai senti sa blessure, en fait, et sa solitude. Et ça a été un moment... C'était douloureux d'entendre l'histoire de l'autre grand-mère, parce que c'était révoltant et politiquement, c'était inacceptable ce que j'entendais. J'étais vraiment très en colère. Mais finalement, ce qui était le plus compliqué, c'était de me dire je dois entendre aussi l'autre point de vue, parce que l'histoire doit être dite des deux côtés. On ne s'en sortira pas sinon, en fait. Może to osobiste pytanie, ale co stało się z tobą? Co ci dało opowiedzenie tej historii? I jednocześnie chciałam również zapytać o tytuł, bo wydaje mi się, że on jest również bardzo istotny w całej opowieści i w tym, co ty teraz na ten temat mówisz. Daleko od Linden ewokuje pewien dystans. Czy jest tak, że ty nabrałaś dystansu do swojej historii, do siebie również? Alors, loin de Linden, moi j'ai grandi à Linden aussi. C'est ma grand-mère Eugénie qui m'a élevée. Et donc, le titre contient une grande charge. Loin de Linden, c'est loin de l'origine. Et ce qui est touchant, mais qui m'a apparu après, c'est que c'est pour toutes les trois, c'est ce que je partage avec mes deux grand-mères, c'est l'éloignement de ce lieu. Et peut-être par rapport à mes frères et sœurs, je partage ça avec elles, d'avoir cette terre en commun, même si ça ne veut pas dire la même chose pour toutes les trois. Après, ce que ça m'a fait de l'écrire, c'était très étrange parce qu'il y en a une des deux qui était déjà morte. Et j'écoutais les enregistrements, mais si je quittais la pièce, c'est comme si elles étaient dans la pièce à côté, parce que la voix ramène la présence. Donc ça, c'était très troublant. J'avais l'impression de cohabiter avec elles, toutes les deux. Mais là où ça commence à devenir vraiment résilient, c'est quand je l'ai vu jouer par ces actrices-là. C'est-à-dire que tout à coup, leur manière, la manière de Giuseppe de mettre en scène et leur manière à elle de jouer, sans aucun jugement, en essayant vraiment de rentrer dans le point de vue. À ce moment-là, j'ai pu les voir toutes les deux à égalité. Et le rapport de force a comme cédé. Et à la place du rapport de force, il y a eu comme une unité entre elles, en fait. Alors que j'étais partie dans une recherche d'unité pour moi, elles ont réalisé une unité entre elles. Et je trouve cette image extraordinaire dans le spectacle, qui n'est pas écrite, et que le spectacle réalise et que Giuseppe incarne, c'est qu'une fois qu'elles sont une, en fait, lui n'a plus de mots. Et là, ça commence, en fait. C'est-à-dire que comme elles sont réunies, peut-être lui va pouvoir commencer à parler.
Tak, teraz wywołałaś niejako aktorki i reżysera i chciałabym zapytać, bo zadanie, które postawiłaś przed nimi, ja też wiem, że ty sobie wymarzyłaś, żeby to one wcieliły się w te postaci i zadanie, które im postawiłaś, nie było wcale łatwe moim zdaniem. Sądzę tak po tym również, że jak przedstawiasz te postaci, co piszesz w didaskaliach dramatu, a mianowicie piszesz Eugenie i Clairette, przepraszam, dokonały żywota, ale na scenie nie pojawiają się ich zjawy, lecz ich słowa przywołane przez wnuka. Obecność i duch tych kobiet pozostawiły ślad w spisanych zdaniach, energię, rytm, rodzaj oddechu, stosunek do wspomnień. Aktorki wcielające się w te dwie postaci nie muszą być w starszym wieku, nie muszą grać konkretnego wieku. Nie trzeba tu niczego wymyślać. Postać narodzi się ze spotkania aktorki ze słowem. I z jednej strony piszesz, że postać, dajesz możliwość tego spotkania ze słowem, ale jednocześnie to są twoje babki, postaci, które są dla ciebie bardzo ważne, które istniały. I teraz chciałam zapytać was, drogie panie, jak przebiegało to spotkanie? Czy faktycznie było to, jak mnie się wydaje, spotkaniem trudnym, niełatwym, skomplikowanym? J'ai l'impression, enfin, je vais parler pour moi, que c'était assez évident. Il n'y a jamais eu une résistance pour rentrer dans le texte, dans la peau, pour jouer. On a suivi le cours de l'eau et voilà, les choses se sont faites. La rencontre aussi avec Valérie, on se connaissait de vue, on disait bonjour, mais voilà, il y a la rencontre aussi d'une autre comédienne et d'une grande amitié qui est née aussi de partager cette pièce. Voilà. Mais je n'ai pas eu une sensation de... Il n'y a jamais eu quelque chose de difficile. C'est pour ça qu'on ce que vous avez dit là, que Véronica dit qu'il ne faut rien inventer, que c'est la rencontre du texte et de la comédienne qui va créer la grand-mère, ben, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui s'est passé, mais parce que l'écriture était comme évidente. À partir du moment où on lisait, la façon dont c'était écrit, on devenait, moi Clairette, elle le génie, quoi. Bon, Véronica a écrit aussi ses grands-mères, mais en pensant à nous. Donc ça veut dire qu'on a des rapports. Moi, je viens d'une famille un peu comme Clairette, donc peut-être que c'était plus facile pour moi de tomber dans cette langue-là. Mais c'est vrai, comme Véro, c'était assez évident. Vraiment, à la première lecture, on s'est dit « Waouh, c'est génial cette pièce, il faut le faire. » Et c'est lui qui a dit « Il faut le faire. » Et aussi que Giuseppe a toujours... n'a jamais fait barrage. Il n'a jamais essayé d'inscrire une patte de metteur en scène. Voilà, il a juste permis que les choses se fassent sans les forcer. Voilà, donc il y a eu quelque chose de très délicat, très simple, mais délicat. Mais c'est aussi, c'est à la première rencontre que ça s'est passé, parce qu'on a fait une première lecture qui était vraiment, voilà, on avait vous aviez le texte, et Giuseppe était là, on ne se connaissait pas, pour lire Le Petit-Fils, et pour aussi faire un retour sur la pièce, je pense, c'est pour ça que tu étais là. Et il s'est passé quelque chose de magique, mais peut-être toi tu peux en parler, Giuseppe, parce que tu en parlais quand tu m'as téléphoné pour me dire on ne se connaît pas, mais j'ai envie de le faire. Tu m'as parlé
pas tellement de monter cette pièce, mais de retrouver ce moment de la lecture, en fait. Ah oui, c'est ça. C'est vrai que donc cette première lecture et puis celles qui ont suivi, il y avait une magie toute particulière. Et quand vous parlez de l'écriture de Véronica avec cette espèce de science, du silence, et je vais faire une diversion. Enfin, je vais prendre un autre chemin, mais ça me fait penser à un spectacle que j'avais vu d'un grand metteur en scène qui était venu à Bruxelles et qui avait monté un texte de Molière. Et c'était une équipe canadienne, je vais taire le nom, mais voilà. Et on a vu des personnages de Molière. Bon, clairement, tout le monde s'ennuyait dans la salle parce qu'on voyait des comédiens qui jouaient à être des personnages. Et chez Molière, il suffit de dire pour être. Et j'ai rarement retrouvé ça. Et je l'ai retrouvé lors de la lecture ici avec le texte de Véronica. Et en fait, le travail, enfin pour la petite histoire au départ, le petit-fils n'était pas le petit-fils, c'était le convoquant. Il y avait cette histoire de convoquer. Et puis en discutant avec toi, Véronica, on s'est dit, mais en fait, ce convoquant, c'est toi. Et puis je l'ai transformé, je me suis fait ce plaisir aussi de transformer la petite fille en petit-fils pour être là. Et puis jouer avec cette idée de pièce dans la pièce. C'est le metteur en scène qui convoque en même temps. Donc je trouvais ça intéressant. Et en fait, tout le travail, ça a été justement de ne pas briser ce qu'il y avait à la lecture. Comment on passe de la lecture à des corps en mouvement. Et c'était juste ça. Pour moi, ce qui comptait, c'était ne rien perdre. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a avancé. Et j'ai été aussi ébloui par la naissance de ces personnages à travers ces deux actrices qui commençaient à avoir des mouvements qui venaient, je ne sais pas d'où, mais c'était juste un plaisir de travail. Dziękuję, że o tym wspomniałeś, bo uśmiecham się tutaj do Weroniki, dlatego że przed rozpoczęciem spektaklu chwilę porozmawiałyśmy i moim pytaniem, o którym jej powiedziałam, że bardzo mnie to interesuje, dlaczego wnuk? Bo skoro powieść, dramat jest pewnego rodzaju biografią, jeśli można tak powiedzieć, no to logicznym wydawałoby się, że będzie wnuczka. I jak rozumiem, ta wnuczka była na początku, a potem została po spotkaniu z Giuseppe, tobą, zmieniona na wnuka. Ale dla mnie ten przypadek, czy też ta okoliczność ma bardzo duże znaczenie. Znaczy ona bardzo wiele zmienia. I tak się nawet zastanawiałam, czytając ten dramat, czemu właśnie jest ten wnuk, a nie wnuczka? Czy to, co to, Weroniko, tobie dało, czy coś? Czy nie, bo ja mam pewną koncepcję na ten temat, ale nie chcę jej na razie zdradzać. Chcę usłyszeć, jakie są twoje odczucia i przemyślenia w tym kontekście. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, on n'écrit jamais tout seul, même si on signe seul. Donc, à la fois, on parle beaucoup du texte, mais c'est quand même des transcriptions de la parole à la virgule près. Et même quand j'ai traduit du flamand au français, j'ai essayé de retrouver le rythme de Eugénie. Et donc, au début, j'insistais fort là-dessus qu'on signe le texte à trois avec mes deux grands-mères. Et peut-être ce que j'ai fait moi, c'est les agencements et les coupures. Et la dernière scène où Eugénie lâche tout, c'est venu tout seul en fait. Parce que Eugénie n'a pas fait ça, mais j'avais besoin qu'elle le fasse. Et au début, c'était le convoquant parce que j'étais obsédée, depuis très longtemps, je suis obsédée de où est-ce qu'on peut rencontrer les morts en fait. Et dans une des pièces que j'ai écrites, une ébauche que j'ai écrite il y a 30 ans, la porte de la mort se trouve dans le théâtre. C'est par là que les morts entrent et sortent en fait. Et donc j'étais partie de ça, et c'est pour ça que je voulais un convoquant qui convoque par la parole des fantômes. Mais voilà, là où je dis qu'on n'écrit pas seul, c'est que je parlais beaucoup avec Vincent Romain, qui est dramaturge et qui fait des retours sur les pièces, et il me disait non, tu évites quelque chose, tu triches. Si tu mets le convoquant, il y a quelque chose que tu fais quelque chose qui va empêcher la circulation. Et je lui fais confiance parce qu'il a un regard. Mais par contre,
si c'était moi, alors il fallait que je le joue moi. Et aussi, ça posait la question difficile que moi, personnellement, je ne peux pas laisser dire certaines choses. C'est-à-dire que quand ma grand-mère, Clairette, disait civilisé, on arrêtait tout et on se disputait pendant 2 heures. Et ma tante s'en mêlait et les mots volaient et c'était vraiment très violent. Et ça aurait été une autre pièce. Mais m'écrire, moi, laisser même dire Eugénie Tchouk Tchouk Tapi, je ne peux pas laisser passer ça. Donc il me fallait quelqu'un d'autre, quelqu'un peut-être de plus patient. Et j'ai un frère plus jeune et qui est plus patient. Donc je me suis dit, après tout, ça pourrait aussi être lui. Mais moi, entre elles deux, là, je crois, je m'assieds, je pleure, et il n'y a pas de pièce, en fait. Je ne peux pas, en fait. Et aussi le fait que j'étais pas là en 60. Enfin, j'étais là, il y a un petit peu un switch de temps, c'est plus facile 60 que 62, mais j'étais dans la pièce à côté et je dormais, donc j'ai pas pris part à ça. Et je ne fais pas partie de ce tableau, en fait. Il y a des gens qui m'ont dit, mais tu racontes ton histoire, mais non, en fait. Mon histoire, elle commence après, avec l'héritage. Et donc, pour éviter toutes ces questions-là aussi, qui allaient ramener les choses à une autobiographie et ouvrir, il fallait quelqu'un d'autre, et si possible, un homme aussi. Ça, parce que comme femme, j'ai posé d'autres questions aussi. Quand elle me parlait de leur mariage, de l'amour, je suis partie sur d'autres questions qui auraient amené la pièce sur un autre territoire, qui aurait été plus dans le domaine du féminin, et je ne voulais pas ça, en fait. Je voulais que même si ce sont des femmes, le propos soit politique. On a trop tendance à mettre les femmes à la cuisine avec des gâteaux, et donc je voulais vraiment pas écrire sur avoir des enfants et tout ça. Ça, c'est un autre propos. Donc c'était pratique. Et puis Giuseppe est arrivé, et Giuseppe, comme Vincent, je pense, cherche la circulation de l'émotion, là où moi j'ai tendance à un peu me mettre en retrait, ou peut-être prendre un peu d'ironie. Et Giuseppe m'a dit, mais tu sais, la note d'intention, là, j'ai demandé à mes 2 grands-mères d'écrire leur histoire. C'était pas dans la pièce, c'était une note d'intention dans le dossier. Et il a dit, mais qu'est-ce que tu penses si on met ce petit passage-là? J'ai dit, ben non, ça explique, ça va pas. Et puis j'ai dit, ben, écoute, fais ce que tu veux. Mais je ne le mettrai pas dans le livre. Et puis j'ai vu le spectacle et je me suis dit, ben non, c'est comme si je ne mettais pas la porte sur scène et que Giuseppe a mis une porte sur la scène qui permet aux gens d'entrer. Donc c'est vraiment un art collectif, le théâtre. Et tout le travail est sur la durée, en fait. Jednocześnie było to też takie umożliwienie wybrzmienia tym 2 wersjom historii, prawda, przez ten dystans. Ja chcę jeszcze zapytać Ciebie, Giuseppe, jak to jest być jednocześnie aktorem i reżyserem i być jednocześnie w takim procesie, w spotkaniu, bo jak rozumiem, Weronika była z Wami przez cały czas, przez większość czasu reżyserowania, po powstawania spektaklu. Jakbyś mógł na ten temat coś powiedzieć? Oui, non, je pense pas. Véronica, tu... Non, je ne suis pas venue, en fait. Non. Non, parce qu'en fait, il y avait de la pudeur quand même. Enfin, c'était aussi bizarre. Donc, il y a un dramaturge belge qui s'appelle Jean-Marie Piem, qui dit toujours, à un moment, l'auteur devient... Jean-Marie dit emmerdant, ce qui est un peu de l'argot. Il dit à un moment où il faut que l'auteur s'en aille, et si le metteur en scène ne le chasse pas à coups de pied, il faut qu'il s'en aille lui-même. Donc moi, je crois que j'ai essayé un peu de venir et que tu m'as dit pas tout de suite. Et j'ai repensé à Jean-Marie et je suis restée chez moi, en fait. Je me souviens pas de t'avoir dit pas tout de suite. Pas tout de suite, attends un peu. D'accord. Mais en tout cas, c'était très élégant de ta part de nous laisser... Oui, non, mais c'est vrai que la position du petit-fils est venue dans le travail. Quand je dis position, c'est vraiment la place physique. Mais c'était évidemment le rapport entre elles deux. C'était savoir comment ne pas briser, comment ces 2 femmes allaient se rapprocher, et donc oui, dès le départ elles sont éloignées. Donc, et tout le jeu c'était mais comment elles vont se rapprocher. Bon, voilà, c'est des lignes de travail très simples, mais dans ce but de ne rien briser. Et c'est beaucoup plus tard où je me suis dit mais mince, je me suis oublié un peu. Et du coup, je me sentais très maladroit au début, parce que je ne savais même pas comment je devais me tenir. Quoi
Alors je me suis mis dans la pénombre, habillé en noir. J'ai essayé de m'effacer Et en même temps, ça prenait du sens parce que c'est vraiment la convocation, avec cette idée que ce que je viens apporter au public, ce sont mes grands-mères. Mais voilà, à un moment donné, j'ai fait appel à une amie qui est venue un peu me mettre en scène aussi pour essayer de trouver un rapport juste. Mais c'est vrai qu'on joue ce spectacle maintenant depuis 10 ans. Voilà. Et en fait, j'ai l'impression de faire mon travail d'acteur à chaque fois. Où je me dis, on comprend des choses seulement maintenant, et on se dit, tiens, alors je peux peut-être demander ça comme ça ou comme ça. En fait, ce travail ne s'arrête jamais. Et ça se fait malgré nous, j'ai envie de dire. Je pense que c'est ce qui fait qu'on est content de jouer ce spectacle. C'est que ça continue tout le temps à évoluer. Aujourd'hui, j'ai encore découvert des choses dans ce que tu viens de dire. La pièce, je n'avais jamais percuté ça. Tak, bardzo mnie zainteresowało jeszcze coś, co wynika z tego, co mówisz, mianowicie to, że to jest cały czas proces i że wy balansujecie, jesteście tacy pomiędzy, bo z jednej strony aktorki budują swoje postaci, które też są pomiędzy słowami Weroniki, pomiędzy wami aktorkami, pomiędzy babkami, pomiędzy jakąś historią i też pomiędzy wami się bardzo, bardzo wiele dzieje. Ja czytając dramat miałam takie wrażenie w którymś momencie, że te postaci to są takie posągi, że Weronika tak to buduje przez ten dystans, właśnie wprowadzając taki chłód nawet w pewnych momentach, taką posągowość i to też w waszej grze widać, ale jednocześnie jesteście sobie bardzo bliskie w którymś momencie. Dążycie chyba do tego, żeby być sobie bliskie. Wszyscy we trójkę w tym dramacie. Mam takie wrażenie, że jakby to jest też bardzo istotny element tego i dramatu, i waszej gry i do tego dążycie. I to działa na publiczność. Mam nadzieję, że się państwo ze mną zgodzicie. A jeszcze wracając do tego balansowania, to ja myślę, że to balansowanie też jest widoczne pomiędzy słowem a ciszą, która jest bardzo istotna. Te dwie kategorie, te dwa aspekty są bardzo istotne dla Weroniki, mam wrażenie. Ona też o tym pisze. W dramacie którejś z postaci o tym mówi, że przy okazji tej czarownicy i tego wątku z tym chłopcem, który niestety zmarł, że słowa mają moc, że to nie jest takie proste i trzeba być uważnym na słowa, bo słowa mają moc, słowo potrafi zabić. A z drugiej strony, i tutaj mamy właśnie tą ekspresję tego słowa, tą ważność, a z drugiej strony Weronika pisze bardzo wyraźnie o ciszy, pisze o tym, co nie napisane. I to też mam wrażenie widać w waszej grze, w tym spektaklu, gdzie wy właśnie też balansujecie pomiędzy słowem, pomiędzy ekspresją, ale też bardzo wiele, nie wiem czy najwięcej, nie dzieje się właśnie wtedy, kiedy pozornie nie dzieje się nic. Czy to było dla was ważne? Czy moje intuicje są dobre w tym zakresie? Au début du spectacle, mon personnage dit au petit-fils, si tu veux comprendre ce qui s'est passé, c'est le reste qu'il faut raconter. Et il dit, c'est quoi le reste? Et c'est ce qu'on n'a pas dit. Et donc, toute la pièce, on va essayer de dire, mais en fait, on ne dit jamais ça. On est à côté. On est toujours à côté. Et plus on parle, plus on devine ce qu'il y a en dessous, mais c'est jamais dit. C'est cette distance entre les êtres, simplement. Donc oui, c'est très juste ce que vous dites. Enfin, je le ressens comme ça. Ouais. Mais ce qui m'a apparu, parce qu'on a parlé de silence juste avant, c'est que en fait, le silence, il est vraiment incarné par Giuseppe. C'est comme si le corps de Giuseppe était l'incarnation du silence, en fait. Et peut-être qu'on peut lire sur son corps la conséquence de la parole. Et vraiment, ça m'est apparu parce qu'on se l'est dit. Et puis, au moment où il sort, c'est là que le silence commence à exister entre elles. Mm-hmm.
Et donc il est à la fois le déclencheur de la parole et l'incarnation du silence. Ouais. C'est vraiment aujourd'hui que j'ai pensé ça. Oui, moi, je voyais ça justement aussi comme cette parole qui, comme tu le disais, est une espèce de fuite en avant. Et ce moment où elles sont rien qu'à deux vers le milieu de la pièce, c'est effectivement cette envie de se dire, ben là, il y a peut-être quelque chose de possible qui est difficile à faire, et du coup, il y a ce silence. Mais il y a aussi le silence d'une grand-mère quand l'autre parle. Je pense qu'une des forces de ce spectacle, c'est que justement, il y a des tas de choses qui sont dites, mais qui ne sont pas écrites, et qui ne sont pas exprimées par les comédiennes, qui sont de l'ordre du point de vue. Et je crois que ce qui est jubilatoire aussi, enfin moi, je suis aussi en partie spectateur, et parfois, je dois me concentrer pour ne pas oublier que je suis en train de jouer, parce qu'elle m'emporte tellement que je pourrais oublier d'intervenir. Mais il y a tous ces points de vue. Il se passe toujours quelque chose, il y a toujours un regard, il y a toujours un point de vue partagé avec le public. Ça circule à plusieurs niveaux. Il y a le texte qui est dit, il y a celui qui n'est pas dit, et il y a celui qu'on ne veut pas vraiment, dont on a peur d'approcher l'essence, quoi. Donc il y a plein de couches comme ça, c'est vertigineux. Ja cały czas się wzbraniam od tego porównania, ale ono już chyba musi paść, dlatego że było tutaj, Weronika, powiedziałaś o spotkaniu z umarłymi. Mówimy cały czas, że ktoś jest sprawcą tego wszystkiego, przywoływanie wspomnień, gdzieś ten duch kantora tutaj się jakby pojawił, również został chyba może przez nas przywołany. Wiem, że Weronika zna twórczość kantora, widziałaś Wielopole. Nie wiem jak Państwo, ale chciałam zapytać właśnie, Weroniko, Ciebie najpierw, czy zauważasz, bo wiem, że nie pisałaś tego dramatu, nie tworzyłaś tego dramatu z taką myślą, że teraz jakby troszkę się zainspirujesz kantorem, ale czy z tej perspektywy tego, że już napisałaś ten dramat, został on wystawiony wielokrotnie, jesteśmy w Krikotece w Krakowie podczas festiwalu Kantor Belgia Podwójność, czy zauważasz teraz te, może nie związki, ale pewnego rodzaju podobieństwa, które są w Twojej sztuce i które gdzieś można znaleźć u kantora, podobne rzeczy? C'est ambigu comme impression, parce que en fait, Cantor, ça a été quand même un de mes grands déclencheurs. Quand j'ai vu Violopole, j'étais jeune, et je l'ai vu plusieurs fois parce que ça se jouait pendant que j'étais à l'école de théâtre, et on pouvait aller gratuitement au théâtre voir, et puis on analysait aussi au cours. Et je n'imaginais pas que c'était possible avant de le voir, et je ne sais pas ce que j'ai compris à l'époque, parce que je n'avais pas les outils de décodage dramaturgique, mais ça a fait quelque chose comme, oui, c'est ça qu'il faut faire, en fait. Après, comme c'est un tel modèle et un tel moment fondateur, c'est difficile de comparer ce que je fais, ou il y aurait quelque chose d'une imposture. D'autant que peut-être, j'ai l'impression que Cantor, il pense dans l'espace, et que si j'avais été metteur en scène, si j'avais continué à mettre en scène, et qu'on s'était rencontrés et que j'avais dit on va explorer cette histoire dans l'espace, il n'y aurait pas eu de parole, mais peut-être il y aurait eu les objets quand même, et peut-être il y aurait eu la table, et il y aurait eu la porte. Donc j'ai pas jamais consciemment pensé à Cantor en écrivant. Mais après, je me dis, effectivement, il y a quelque chose sur la mémoire, les objets, l'espace, l'idée d'imaginaire et de mémoire en même temps. Mais quelque part, c'est tellement aussi différent du fait que c'est dans la parole. Mais ça marche si je traite la parole comme un objet. Et si je me dis, les paroles retranscrites sont le matériau avec lequel j'invente un espace mental. Alors ça marche dans une perspective de Cantor.
si j'oublie l'idée d'être autrice, mais que je me dis, j'ai saisi ça comme j'aurais pu prendre des vêtements, prendre des poupées, prendre des marionnettes, prendre un fusil. Peut-être que j'ai manipulé le langage et l'objet de cette parole comme j'aurais rêvé de manipuler des objets et un espace si j'avais été metteur en scène, en fait. Là, ça raccorde. Mais après, c'est vertigineux, puisque quand on admire tellement quelqu'un si jeune, ça devient extrêmement compliqué de se dire... Voilà, il y a quelque chose de l'ordre, et je l'assume, de la vénération, enfin, de l'extrême admiration, comme quand Patti Smith part sur les traces de Rimbaud à Charleville-Mézières et qu'elle photographie la tombe. Je suis un peu dans ça, donc c'est très difficile de comparer le travail, mais c'est clair que ça me touche énormément, évidemment. Et alors la présence de Giuseppe aussi, puisqu'on est chez Cantor, c'est aussi c'est le seul metteur en scène que j'ai vu sur scène chuchoter à l'oreille de ses acteurs et tourner autour, et il y avait quelque chose dans ta présence tout en noir qui arpente le plateau comme ça. Je me suis dit, ah oui, ça fait miroir aussi, ça. Mais on n'a pas fini encore avec Cantor. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'héritage à prendre et à transmettre. Surtout par les temps qui courent, je pense, dans l'époque qu'on vit. Ja myślę, że tutaj też ważny jest ten uniwersalizm, do którego, znaczy to, że ty wykorzystujesz swoją historię, czyniąc ją w jakimś stopniu uniwersalną. Cantor podobnie działał w Wielopolu, przywołując, wykorzystując swoich drogich nieobecnych, zmarłych, opowiadał w zasadzie o historii Polski, o naszych bolączkach, o naszej trudnej historii. I mam wrażenie, że tu jest też to podobieństwo. Ty oczywiście robisz to w swojej estetyce, w zupełnie jakby innym kontekście, ale ta idea, to zamierzenie właśnie, żeby nadać twoim osobistym losom, twojej historii wymiar właśnie uniwersalny. I chciałam was zapytać, czy odnajdujecie tę uniwersalność, czy dla was, czy postaci i historie, które odtwarzacie na scenie, są też w jakimś stopniu waszą historią? Enfin, si, oui, mais moi j'ai jamais connu mes grands-parents, et c'est très éclaté dans le... très peu d'héritage, peu de paroles. Voilà, donc ça apparaît comme ça, mais je n'ai jamais fait un lien avec ma propre histoire, quoi, en tout cas. Tandis que chez moi, c'était... j'ai tout le temps eu l'impression que quelque part, on me demandait de jouer ma mère. On m'a jamais demandé de jouer ma mère, mais naturellement, en disant ces mots, j'avais l'impression d'être ma mère. Donc il y avait tout qui se mélangeait. Et ma mère est morte cette année et j'avais l'impression que je continue à la faire vivre, en fait. Alors que c'est pas l'histoire de ma mère, c'est l'histoire de la grand-mère de Véronica. Donc c'est là où je comprends combien ça peut être universel. Ouais. Moi, j'ai envie juste d'ajouter ça aussi. Moi, je suis d'origine italienne, donc mes grands-parents sont venus dans les années 50 travailler en Belgique quand la Belgique avait besoin de main-d'œuvre pour aller travailler dans les mines. Et donc, ces histoires de personnes qui vivent des choses très rudes et qui, finalement, de génération en génération, on arrive quand même à évoluer. Donc, ça me parle par ce biais-là. Mais surtout, l'universalisme du spectacle, c'est dans le chef du spectateur qu'on le rencontre. C'est-à-dire que la première fois, on a été joué à Avignon, en France. On s'est dit, mais comment les Français vont-ils recevoir ce spectacle? Et en fait, à partir de là, on a fait le tour du monde. Enfin, on n'a pas besoin de parler, mais le tour du monde francophone. Parce que, même si cette histoire se passe en Belgique, ben oui, le monde s'y retrouve.
En tout cas, la confrontation entre deux classes sociales, deux communautés différentes, ça parle à énormément de monde. Et après chaque spectacle, quand on discute avec les spectateurs, on pourrait réécrire 15, 10 fois, 20 fois d'autres loin de Linden, en fait. C'était très troublant parce qu'on a fait avec Giuseppe une longue série d'ateliers dans les écoles où on a demandé aux étudiants de faire le même processus. Chacun interviewait un grand-parent et puis ils écrivaient un monologue qui était joué par un autre élève de la classe. Et on a vu à quel point c'était toujours les mêmes histoires. C'était toujours des bals où les gens se rencontrent et puis des familles qui ne s'entendent pas. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ces histoires existaient. Je me souviens de 2 filles qui étaient sur le même banc. Elles racontent toutes les 2 l'histoire de leur grand-mère et tout à coup on apprend qu'il y en a une qui a grandi au Congo et l'autre en Belgique et qu'il y a des rapports entre eux aussi de l'ordre politique et les 2 filles ne s'étaient jamais parlé de ça et tout à coup elles se sont regardées. Quoi, ta grand-mère aussi, elle était au Congo? Ah oui, mais elle était blanche. Ma grand-mère elle était au Congo, mais c'était une femme du Congo et donc ça change il y a quelque chose qui se passe. Je crois que c'est le dispositif qui est universel en fait. Ouais. Ja myślę, że to jest dobry moment do oddania głosu, czy też włączenia publiczności w naszą rozmowę, bo ja potwierdzam, znaczy oglądając, najpierw czytając sztukę, teraz oglądając wasz spektakl, wielokrotnie byłam wzruszona, bo gdzieś w głębi siebie pomyślałam, u mnie też tak było. W jakimś drobnym aspekcie, znaczy, że dotykacie takich problemów, takich aspektów relacji rodzinnych, które są bardzo piękne, ale też potrafią być bardzo trudne, niezależnie od kultury, koloru skóry, wyznania, narodowości, etc. Więc to faktycznie działa i to faktycznie wzrusza i to porusza. Ale może ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie albo się podzielić jakąś refleksją, przemyśleniem na temat tego, co wspólnie zobaczyliśmy, co wspólnie przeżyliśmy. Bonjour, Philippe de Brouwer ici. En fait, c'est très touchant cette histoire et très reconnaissable. Chacun s'y rencontre d'une certaine façon. Et quand je me suis préparé pour venir ici, ce que j'ai lu là-dessus, c'était en fait plutôt le contrat flamand-Wallonie. Tandis qu'en fait, c'est plutôt une histoire de classes sociales différentes. Mais en Belgique, c'est pas vraiment très différent, n'est-ce pas? Comment est-ce que ça joue pour vous? Quelles sont les lignes de brisure les plus importantes selon vous? Les classes sociales. En Belgique, il y a beaucoup. Sociales. Oui. Une différence de regard entre ceux qui se sentent supérieurs et ceux qui se sentent inférieurs, mais alors que ce n'est juste qu'une question de regard. Oui, avec cet esprit de revanche aussi de la part du Nord, des Flamands, où justement, là, maintenant, économiquement, ils sont un peu plus forts qu'en Wallonie, ce qui n'était pas le cas à cette époque-là. Donc, il y a toujours l'histoire derrière qui nous pousse et qui font qu'on a des relations comme elles sont aujourd'hui. Donc, ça ne s'arrête jamais. Même si on rêve d'un monde idéal, il y a toujours des tensions quand même. C'est pas de tout repos. Et c'est une drôle de chose dans ce pays. Enfin, moi, je l'ai vraiment vécu physiquement. Quand j'ai voulu m'inscrire au conservatoire de théâtre, par exemple, j'avais réussi mon examen d'entrée en français et à un moment, j'avais un trou dans mon horaire et donc je suis allée au conservatoire flamand en disant est-ce que je peux m'inscrire aussi puisque je suis bilingue? Est-ce que je peux suivre un des cours d'interprétation en flamand? Et ils m'ont dit non, pas du tout, vous devez repasser l'examen d'entrée, c'est pas la même école en fait. Et à tous les niveaux, il y a une brisure qui rend la rencontre impossible. Alors il y a parfois des gens il y a des compagnies de théâtre qui font un travail de fou pour jouer ensemble et créer ensemble, mais c'est pourtant si facile quand on se rencontre de faire des choses ensemble,
Mais institutionnellement, il y a une impossibilité de communiquer et on la comprend quand on va dans l'histoire, en fait, quand on retourne à la fracture du pays dans les années 60 et à la frontière linguistique et la frontière qui est devenue une frontière politique. Et je pense que tant qu'on n'aura pas déconstruit cette histoire-là, notre pays, c'est comme un continent qui menace de se séparer, quoi. Donc, peut-être cette impression d'être désunis physiquement, elle vient aussi de ça, du pays qui, comme deux plaques tectoniques, bougent. Et pourvu qu'on ne se perde pas les uns les autres, en fait. Pour moi, c'est la douleur de la Belgique, vraiment. C'est très intéressant, surtout que dans la population, c'est un peu différent. C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que maintenant, on a l'impression que le nord, c'est flamand, le sud, c'est Wallonie, mais en fait, à Gand, par exemple, ou à Anvers, il y a communauté française assez importante. Oui, et il y a beaucoup de petits-enfants de mineurs flamands qui sont allés s'installer en Wallonie, et dans les classes qu'on a rencontrées en Wallonie, il y en a beaucoup qui nous disaient « mais moi, mon grand-père, il est flamand, il est venu travailler là ». Et donc c'est beaucoup plus complexe. Et en plus, il y a quelque chose où on ne sait même pas où est la culture flamande ou pas, puisque ce pays tout jeune. Et en fait, avant, toute la Belgique était juste la Flandre de la France. Et donc, c'est vraiment... Les frontières se superposent et tout est complexe. Et c'est enseigné de manière très différente au nord et au sud. Et donc, comment faire pour raconter, pas une seule histoire, mais assez d'histoires différentes pour quand même créer une unité dans la multiplicité, je trouve. Oui, et culturellement, on a des regards différents. Dans le sud, en Wallonie, on a plutôt un regard tourné vers la France, ce qui fait que même au niveau théâtral, on est plus dans cette culture même du texte, tandis que le nord, ils sont plus dans une autre théâtralité, parce que tournés peut-être vers d'autres. Donc c'est ce qui peut faire la richesse du pays aussi. Ce qui est drôle, par exemple, dans le personnage de Clairette, c'est qu'elle admirait les grands maîtres flamands. Et quand je lui disais « Ah, grand-maman flamand », elle disait « Oh, mais laisse-moi tranquille, tout est comme ça, tout nous échappe tout le temps. » La société belge est très polarisée. Il y a les croyants, les non-croyants, les gens de gauche, les gens de droite, les flamands, les wallons, et ça se répercute dans toutes les strates. Un enfant, il va dans une école qui est catholique si ses parents étaient catholiques, et donc ils vont après, ils suivent une filière, et donc on reste dans notre voie, et la société est comme ça très polarisée. En fait, même le parti politique, les syndicats et tout ça, ce sont de petits écosystèmes qui existent ensemble, n'est-ce pas? Oui, et le lien, qu'on soit en accord ou pas avec ça, ça reste, je pense, quand même le roi. Oui, tout à fait. Voilà, qui agit comme une espèce de catalyseur, sans qui peut-être nous ne serions déjà plus la Belgique. Et Arnaud. Et Arnaud. Je ne sais pas si vous connaissez Arnaud, un chanteur bilingue. Mais en même temps, on parle de nous. Je sais que j'avais entendu que les Français, quand ils sont arrivés dans leur grand schisme, là, il y a quelques mois, et dans leur catastrophe, ils disaient sur les médias, il faudrait qu'on s'inspire des Belges, parce qu'eux sont capables de dialoguer. Il y a aussi l'autre version. Ja myślę, że też te podziały, o których mówi wasza sztuka, tak jak stwierdziłyśmy z Weroniką przed wejściem na salę teatralną, one dzisiaj również jakoś w sposób niebezpieczny się ujawniają i myślę, że im więcej będziemy mieli tego rodzaju przedsięwzięć pokazujących, że to wszystko jest tak naprawdę bez znaczenia, że powinniśmy dążyć do jakiegoś porozumienia, zrozumienia wzajemnego, to tym lepiej dla nas. To tak dopowiadając na marginesie na temat uniwersalności i wymowy tego, co stworzyliście. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby? Jest jeden głos. Donc, j'ai une question linguistique.
la variante de langue que parle Eugénie, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du patois, mais du patois authentique, du patois stylisé? Qu'est-ce que c'est en fait comme variante de langue dans le texte, dans la pièce? Alors, ma grand-mère, elle m'a parlé en patois flamand. Donc, je l'ai traduit dans une sorte le français qu'elle parlait, mais aussi comment ma mère parlait quand elle se fâchait, parce que ma mère était flamande. Mais quand elle parlait, quand elle était émue, elle parlait un drôle de français, un peu comme ça. Et puis, il y a Véro qui est rentré, qui a mis aussi sa langue dedans. Et donc, c'est une hybridation d'images qu'on pourrait avoir d'une certaine manière de parler. Oui, hein? Oui, mais c'était écrit. Mais c'était écrit comme ça, oui. Comme ça. Oui. Disons que la musique, les musiques se sont superposées, mais le vocabulaire. C'est vrai que dans le village, dans ma famille flamande, ils parlent français, mais ils parlent français plutôt comme ça, en fait. C'est un français. Oui, d'ailleurs, les Flamands, quand ils écoutent la pièce et qu'ils l'écoutent, moi je ne parle même pas flamand. Un beetje, mais. Oui, et eux, ils reconnaissent. Je n'ai jamais su faire l'accent de Louvain, c'était assez compliqué. Oui. Mais bon, comme je viens de Bruxelles, à Bruxelles, c'est une espèce de mélange. Le bruxellois et plutôt le echt bruxeller, c'est une sorte de flamand, mais là beaucoup plus flamand, sinon c'est le précieux. Oui. Beschaafd. Dziękujemy. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby się włączyć do rozmowy, podzielić wrażeniami? Chciałem raczej pytać Polakom teraz, jak to się udało? Wszystko było bardzo dobrze zrozumiałe? Jakie było wrażenie? Może Pani nam odpowie? No, dla mnie było to bardzo mocne przeżycie. Wszystko, tak mi się wydaje, że wszystko zrozumiałam na tyle, na ile znam historię Belgii. Ale tak jak już wielokrotnie mówiłam, bardzo uderzająca była dla mnie właśnie ta uniwersalność tej historii i zastosowanie takich bardzo prostych środków teatralnych, bardzo skromna scenografia, dużo się mówi, ale to, że się dużo mówi, nie znaczy, że ja nie przestaję być tym zainteresowana, wręcz przeciwnie. Aktorki i aktor sprawiły coś takiego, że takie jest przynajmniej moje wrażenie i moje zdanie, że ja weszłam w to całkowicie i ja po prostu z zapartym tchem słuchałam tego, co wy mówicie, słuchając waszego języka, jego melodyjności, jednocześnie czytając tłumaczenie, co naprawdę nie zawsze się udaje, bo często jest tak, że widz się męczy, słucha, czyta, coś umknie i już traci wątek. Ja przynajmniej takiego wrażenia nie miałam, za co wam bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję i ukłony w stronę Karoliny Czerskiej, która przetłumaczyła dramat. To jest moje wrażenie. Może ktoś z Państwa jeszcze, zachęcam, chce się podzielić swoim. Tak, ja też chciałam bardzo podziękować, bo to jest rzeczywiście niezwykłe doświadczenie uczestniczyć w spektaklu, który jest głównie oparty na słowie i na czystej grze aktorskiej i właściwie uwaga przez cały czas przedstawienia jest bardzo skupiona. Dla mnie też te obie historie, i to jest takie pytanie do Weroniki, każde dwie historie są po prostu tak zajmujące, że tak jakby każdy z tych życiorysów zasługuje na oddzielną powieść. I czy ciebie nigdy nie kusiło, żeby to rozwinąć jako dwa różne wątki w dużo dłuższym i większym objętościowo wymiarze?
Mais dans un roman, je n'aurais pas droit au silence, et donc je serais obligée de dire des choses. Et là, je sais que tous les auteurs ne sont pas dans cette posture-là, mais j'ai une espèce d'éthique qui fait que quand c'est la vie des autres, et qu'ils n'ont pas le droit de répondre, il y a des choses que je ne peux pas me permettre de dire, de leur intimité, en fait. J'ai dernièrement écrit sur mon frère qui est décédé, mais j'écrirai jamais sur ma sœur qui est encore vivante, à moins de lui laisser la moitié du livre pour qu'elle puisse écrire la réponse. Et donc il y a quelque chose de l'ordre de qu'est-ce qui est intime, et intime, ça n'est pas public. Enfin, pour moi, c'est l'écriture intime, ça me semble un contresens absolu. Pour moi, l'intime, c'est de l'ordre du privé, et ce qu'on met dans le commun, ça doit être avec l'accord des personnes dont on met la parole dans le commun. Donc ça, pour moi, c'était très important que même quand elles témoignaient, elles avaient un regard sur la parole qu'elles me donnaient. Et il y a des passages de Clairette, par exemple, où elle m'a dit « coupe l'enregistreur, ça je te dis à toi, ma petite fille, mais tu ne mettras pas dans ta pièce ». Et comme autrice, par contre, j'ai une autre éthique qui est d'être honnête. Et donc, je ne pourrais pas écrire la biographie de Clairette en ne mettant pas ce qu'elle m'a dit, en les cachant sous silence. Donc le roman me mettrait vraiment en porte-à-faux. Et par contre, la problématique, là, maintenant, face à laquelle je suis, c'est qu'il y a quand même Aimé, le mari de Clairette, et il y a aussi Théophile, dont les biographies sont aussi incroyables. Mais comme dit Clairette, prenez n'importe qui, mettez-le sur la scène, son histoire va être captivante. Parce qu'Aimé, il a eu une autre femme qui était polonaise, donc je pourrais aussi partir dans l'histoire de la femme de Aimé, et c'est infini, mais en fait, je pourrais aller dans l'histoire de n'importe qui. J'ai l'impression que chaque vie mérite un roman, et que c'est ça qui est extraordinaire, en fait. Et donc, voilà. On avait une émission à la radio belge où Martine Cornil faisait parler les gens, et c'était le soir, et c'était extraordinaire. Et n'importe qui pouvait téléphoner et raconter des morceaux de sa vie, et c'était extraordinaire. On se disait, mais pourquoi on va encore au cinéma Et il y a eu une pièce de théâtre à partir de cette émission, d'ailleurs. Donc oui, j'aurais envie d'écrire d'autres vies, mais peut-être pas spécialement celle-là. Mais oui. Le fils de David Lynch a fait un projet comme ça. Il a traversé l'Amérique, et on pouvait voir sur Internet une carte, et il allait de ville en ville, et dans chaque ville, il interviewait pendant 1 heure un habitant de la ville. Et il y a des histoires américaines comme ça. Il y avait une foule d'histoires américaines. On pouvait écouter des histoires intimes de toute l'Amérique, des histoires qui étaient livrées par les personnes elles-mêmes. Et ça, c'est des projets qui me fascinent. Dziękujemy. Czy ktoś z Państwa jeszcze? J'ai une question concernant le propre texte de cette pièce. Est-ce qu'il y a des lieux pour l'improvisation des actrices, ou c'est seulement tout est déjà décrit? Non, tout était écrit. Tout était écrit, absolument. Et l'improvisation est dans le glissement qu'on a fait. Mais ce sont les mots de Véronica. Et en même temps, c'est jamais 2 fois la même représentation. Non, parce que c'est vivant. Ouais. Parce qu'on s'écoute beaucoup, je crois, que tous les jours on se dit « Ah, elle le fait comme ça, elle dit ça comme ça », mais c'est infime, c'est nourri de notre journée sans doute, mais c'est toujours les mêmes mots. Oui. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? To ja mam jeszcze na koniec jedno pytanie, bo ono mnie nurtuje od jakiegoś czasu. Weroniko, przede wszystkim do Ciebie, bo to Twoja historia i o Twojej historii też tutaj rozmawiamy. Czy Twoi bliscy znają dramat, widzieli? Jeśli tak, to powiedz proszę, jakie były ich reakcje. Je me souviens d'un moment,
delikatna. Mais c'est aussi très très drôle, ça mérite un autre spectacle. Si je me souviens de la première à Mons, où Valérie est sortie de scène et mon papa est sorti du public et il a foncé sur elle, il a dit « Maman !» Et le papa de Véronica est bien entendu bien plus âgé que moi, mais c'était vraiment « Maman !» Et donc voilà, ils sont assez impliqués, ils reviennent et il se passe une drôle de chose aussi. Enfin, peut-être toi tu peux raconter parce que tu racontes si bien cette histoire-là de mon fils. Oui, je voyais Mathias, son fils, et puis il dit mais c'est marrant, il dit moi maintenant quand je te vois, ou Valérie, il dit je crois que c'est vous mes grands-mères, vous êtes devenus les grands-mères et même ce que tu racontais avec ton papa, voilà. Mon papa qui m'a dit dernièrement, mais Eugénie, elle pouvait se fâcher. Et j'ai dit, mais non, papa, Eugénie, elle se fâchait jamais. C'est moi qui ai écrit la scène de colère. Il me dit, mais non, je t'assure, moi, je l'ai entendu se fâcher. Et je lui ai dit, mais non, tu as entendu au moins 10 fois Véro se fâcher. Maintenant, tu as remplacé dans ta tête. Donc, il faut faire attention à ce qu'on écrit parce que, en fait, le cerveau réécrit sans arrêt la mémoire. Et là, en fait, avec la pièce, je suis contente de ne pas avoir écrit des choses trop violentes parce que, en fait, on se serait tous disputés dans la famille après. Donc voilà, il faut faire attention à ce qu'on dit et Clareta a raison. I to jest magia teatru. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za i spektakl, i za spotkanie. Karolinie Czerskiej raz jeszcze dziękuję za umożliwienie tego, bo to dzięki niej. I oddaję. Nie? Mam nie oddawać głosu. Dziękuję również Państwu za to, że przybyliście dzisiaj i mogliśmy razem obejrzeć spektakl, a potem o nim porozmawiać. Dziękuję bardzo. Thank you.